Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Qu'est-ce qu'a fait ton succès dans tout ça? Comment les gens t'ont connu? Comment Oh My Crime est devenu finalement aussi gros, une belle marque comme ça? Quelle est ta secret sauce, quoi? Je crois que déjà, il faut pas négliger le fait d'avoir misé sur donc du multimarque. C'est tout bête, mais alors certes, on a créé notre marque, etc. Mais c'est quand même pas pareil que si tu lançais from scratch le labo, les broquettes. Enfin, nous, on a quand même surfé un peu au début sur la notoriété existante des marques qu'on distribuait, qui étaient des marques de niche, mais quand même. Donc tu vois, sur le business model multimarque qui est décrié à plein de points de vue, parce que notamment l'équation économique est différente, enfin il y a d'autres inconvénients, mais quand même, tu vois, je réalise a posteriori, parce que tu sais, souvent je me dis, moi je suis passionnée par l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je ferai après, est-ce que je lancerai une marque ou en fait c'est pas facile, tu vois, de lancer une marque from scratch. Et c'est pas complètement ce qu'on a fait non plus. Ce que fait Ning, Typologie, c'est... Ouais, c'est fou. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, je pense quand même que dans la plupart des cas, sauf exception, ça demande quand même beaucoup de moyens. Ouais. Donc, je pense que ce qui a joué, c'est le côté multimarque, le côté retail physique. Le côté multimarque te faisait venir les gens, c'est-à-dire naturellement. Faisait que quand tu passes dans la rue, tu reconnais une marque, donc tu rentres parce que tu dis je peux trouver Dermalogica ici. Ça a aussi stimulé vachement la presse, parce que la presse disait génial. Les journalistes beauté, elles connaissaient ces marques, donc elles disaient génial. Enfin, un écrin à Paris où on peut trouver ces petites marques de niche géniales qu'on adore, tu vois. Ça te fait déjà une petite base. La presse, tu parlais de elle et puis de peut-être d'autres qui sont venus après. Donc, mais le multimarque et la boutique, jolie de surcroît, parce qu'on a beaucoup investi là-dedans, ont fait que très naturellement, la presse a pris le relais. La presse, les influenceuses de l'époque, parce que comme il n'y avait pas 10 000 DNVB, 10 000 concepts un peu innovants à l'époque, et que tout le monde a besoin de se mettre quelque chose sous la dent aussi, très gentiment, elles ont vachement joué le jeu, elles nous ont beaucoup poussé. Donc en fait, on a eu beaucoup de presse gratuitement dès le début. Et ça a joué énormément dans le succès de la première boutique et du site internet. Et donc après, une fois que tu as des beaux chiffres à prouver, ce qui a fait le succès de la suite, c'est que on a eu de l'argent, on a pu relever des fonds parce qu'on avait une belle pente, une belle traction pour réouvrir des boutiques. Et clairement, notre canal d'acquisition numéro 1, c'est nos boutiques, parce qu'elles sont quand même pas mal placées, qu'elles sont plutôt jolies, et que ce que je disais tout à l'heure, moi je les vois comme une page de pub 24/24 sur la rue. Donc c'est notre meilleur levier d'acquisition et c'est notre meilleur levier de fidélisation, parce que tu as une expérience de dingue en magasin. Donc si tu fais l'effort de passer le pas la première fois, franchement, je veux dire, on fidélise à mort, les gens reviennent, parce qu'en plus, il n'y a pas tellement de concurrence sur le créneau où on est, donc t'as pas 15 000 alternatives à date, notamment dans le physique. Donc d'avoir misé sur le physique, je pense que c'est vraiment ce qui a alimenté la boule de neige. C'est intéressant parce que finalement, ta strate de com est basée sur des boutiques physiques, quoi, en fait. Juste le fait de passer pendant la rue. Majoritairement. C'est un investissement qui... Ça, et d'avoir toujours beaucoup investi dans le beau, en fait. Dans le fait de construire une vraie marque avec des valeurs, avec des codes esthétiques. Je pense que ça, il y a plein de concepts hyper chouettes et qui marchent pas. Alors après, c'est hyper subjectif, ce qui est beau, ce qui est pas beau. Mais c'était vraiment dans l'air du temps. Ça parlait aux gens et je pense que ça a beaucoup joué l'ADN visuel, mais pas que, parce qu'on a aussi beaucoup incarné la marque avec les équipes. Tu vois, on a eu des vraies valeurs de bienveillance, de transparence qui parlaient vachement à notre clientèle. C'est toutes ces petites choses qui font une marque, sans avoir la secret sauce sur comment le faire, mais en tout cas, force est de constater que je pense qu'on l'a fait dans une certaine mesure, et ça a joué. Donc t'as pas cédé aux sirènes de l'influence à gogo On le fait maintenant, mais à l'époque, on avait la chance de pas avoir les moyens de le faire. Ou pas, d'ailleurs, ce serait peut-être aller plus vite. Moi, je suis pas contre l'influence. Mais disons que t'es obligé de te focaliser sur qu'est-ce qui fait ta marque, qu'est-ce qui fait ta différence pour pouvoir l'exprimer, parce que t'as pas non plus les moyens de faire autrement. Donc ouais, le multimarque, pas si con. Le retail physique, clairement game changing. L'aventure entrepreneuriale, je pense, mise en avant pour jouer un peu sur tous les tableaux, et donc en fait la presse qui a suivi assez vite, et
Et voilà. Puis après, bah, t'ouvres plein de boutiques. Je veux dire, tu t'imposes assez mécaniquement. Si tu parles, par exemple, à un Jimmy Fairley au UK, tu lui dis, bah, comment t'es passé de 2-3 boutiques qui, au début, je pense que c'est pas un secret, marchaient pas trop, à, je sais pas combien il a de points de vente aujourd'hui au UK. Bah, au bout d'un moment, l'accumulation de points de vente, encore une fois, si c'est bien fait, avec une bonne expérience, avec un bon produit, avec tu vois tous les bons petits détails qui vont bien, qui sont toujours les mêmes. Faut faire attention à ton prix, faut faire attention à ton produit, faut faire attention à ta façon de parler, ton marketing, tu vois. Faut faire attention à tout ça. Si tu fais ça bien, bah au bout d'un moment, quand même, si tu te rends disponible, si tu es accessible parce que tu multiplies tes points de vente et que les gens te voient et là, et dans le 16e, et à Saint-Germain-des-Prés, et dans le Marais, bah, ça finit par faire son chemin. T'as cet effet repeat. La boutique est belle. Il fait son job. Ouais. Et donc, les gens finissent par rentrer. Et donc après, si t'as un bon produit, un bon service, tu sais, il y a pas de mystère, c'est pas plus compliqué que ça. Enfin, moi, je crois vraiment dur comme fer que les bons entrepreneurs, ils font avant tout preuve de bon sens. Enfin, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est assez, souvent les marques, surtout dans la beauté, dans l'habillement, etc., qui ont vraiment décollé comme les tiennes, ont été plus qu'ultra présentes de 2015 à 2000, à post-confinement sur Internet avec des grosses stratégies d'influence. On en a parlé ici avec plusieurs entrepreneurs, tu vois. Mais là, toi, je lis entre les lignes que ça n'a pas été votre gros focus. Alors attention, en tout cas, au début, je peux pas dire que ce soit ça qui ait fait le succès de la marque pendant les 5-7 premières années. Par contre, aujourd'hui, on a une stratégie de com qui, je pense, pareil, est assez game-changing quand même dans ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Donc, je bosse avec Fanny, notre directrice de la communication, et on a la conviction qu'il faut mêler... Donc, on a une agence RP qu'on n'a pas eue pendant 10 ans, qu'on a là depuis 12, 21 ou 2 ans, tu vois. Mmh. C'est très récent. Avant, on faisait tout in-house, et ça marchait très bien comme ça. Et effectivement, on commence à faire de l'influence à 2 niveaux. D'une part, ce qu'on appelle, nous, du friends and family, c'est-à-dire qu'on a une communauté de gens qui sont pas tous des influenceurs de métier, mais qui sont des aficionados de la marque, qui sont la communauté un peu qui nous soutient plus ou moins officiellement, plus ou moins professionnellement depuis des années, pour pas dire parfois pour certains depuis le début. Donc ça peut être une présentatrice télé, ça peut être une autre entrepreneur dans une industrie créative, ça peut être une influenceuse de métier, ça peut être plein de choses, ça peut être même une très bonne cliente qui nous suit depuis le début. Et ces gens-là, c'est 100-150 personnes, tu vois, qu'on anime tout au long de l'année, en leur faisant découvrir nos produits, en les giftant, en les invitant à nos journées presse, qui sont Tu les payes pas. Des grands raouts, on les paye pas. Non, mais c'est ça. Et ils alimentent un bruit de fond, un bouche à oreille qui est clé dans un concept comme le nôtre. Et ça, on le fait quasiment depuis toujours, tu vois. Et on sait que vraiment, ça marche parce que c'est authentique, parce que justement on les paye pas, parce que c'est des gens disséminés dans plein d'industries, de métiers, d'univers, d'écosystèmes différents. Et on aime, en fait, parce que c'est des gens qui soutiennent très spontanément la marque et on se retrouve donc 2 fois par an pour ces immenses press days où t'as 200-300 personnes, où il y a tous les founders de nos marques qui viennent pour présenter leurs nouveautés, leurs actus, etc. Et c'est juste, tu vois, les filles nous disaient la dernière fois à notre press day, trop sympa, on retrouve toutes nos copines, c'est trop bien. Et à côté de ça, on fait un peu plus d'influence professionnelle depuis très peu de temps, tu vois. Parce que nous, on a des budgets marketing de toute façon très limités. Tout le marketing digital, tout mis bout à bout, c'est 10% de notre chiffre, donc c'est pas... et ça comprend la création des contenus. Enfin, c'est pas que payer des influenceuses pour parler de nous, ou payer du AdWords, ou payer du Meta, tu vois. C'est tout cumulé. Donc c'est pas énorme. Et l'influence, on en fait en payant, on va dire, en essayant de le faire intelligemment, donc en choisissant des gens qui peut-être spontanément auraient parlé de nous, ou qui parlent de nous aussi depuis des années gratuitement, alors que c'est des influenceurs professionnels et qu'on a aussi envie qu'il y ait un petit retour aussi après X années en les rémunérant pour ce qu'ils ont fait naturellement pendant des années. Et donc ça, l'influence pro, on l'a fait depuis, je dirais, l'arrivée de Fanny depuis 4-5 ans, tu vois, à mi-parcours. Ok. Bon, c'est intéressant. De voir aussi les chemins, parce que c'était un peu la secret sauce de beaucoup de monde, ça, tu vois, d'arroser en influence. Ouais, et puis de payer cher, enfin, tu vois, The Braderie, enfin, j'en ai plein qui sont passés par ici, qui m'expliquent que bon, oui, des postes à 30 000 euros, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, on en a fait. On a testé, comme ça, 2 ou 3 fois dans l'histoire de MyCream, là, dans ces dernières années. Effectivement, des postes à 30-40 000 euros, des stories, tu vois, des sets de stories. Et qui, honnêtement,
n'ont pas fait tant que ça la différence. Et je dis pas que ça marche pour personne, je pense qu'il y a des gens pour qui ça marche, mais faut pour nous, être bien en phase avec les personnes. Et souvent, peut-être que sur des marques comme la tienne aussi, potentiellement, ce serait plutôt 10 postes à 3000 qu'un poste à 30 000. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis qu'on croit plus aux aux ambassadrices au sens large qu'on paye à l'année plus qu'à la macro-influence où on paye 3 postes dans l'année, une fortune, et que parfois ça donne un peu quelque chose et puis parfois ça donne rien du tout et là t'as vraiment les boules. Et aux Friends and Family qui est plus au My Crime, enfin qui est plus nous, quoi.